Bonjour tout le monde. Ben voilà, on va parler pendant 15 minutes de paradoxe. Ne dis pas merci à Ludo parce que, en fait, le pourquoi je suis là, on se fait une repasse avec l'équipe d'organisation vers juin avant le passage du programme et les inscriptions et on défile et là ça rebondit, ça réagit. Pourquoi on parle de ça, pas peut-être de ça, mais ça on l'a déjà traité. La blockchain, première conférence, ET11, ouf, ça calme. Et puis du coup, je pense qu'à un moment, il en a eu marre de 20 minutes. Et puis il m'a dit, bon JB, je te prends au mot, t'as qu'à faire une conférence sur les paradoxes. Je ne te dis pas merci, du coup, parce qu'après, j'ai éteint la webcam, j'ai fait dans quelle merde je me suis mise. Et j'ai commencé à gratter, et à la fin, au bout d'1 heure, j'en étais à 8 pages de paradoxes. J'ai dit dans quelle grande je suis pour parler de ça dans quelques mois. Quelques mois plus tard, j'ai choisi un angle d'attaque avec vous pour en parler, parce qu'on est tous bourrés de paradoxes. Et ce que j'ai essayé de fuir, c'est d'essayer de lister tous les paradoxes qu'il y a dans notre secteur quand on commence à aller de l'international jusqu'au micro-local, parce que c'est juste infini, et on pourrait faire 15 sessions d'ET sur ces sujets-là. Par contre, ce que je souhaite qu'on ait, c'est que là, on part pour 2 jours à manger de la conférence, manger des ateliers, et qu'on arrive non pas à apprendre ensemble, mais qu'on apprenne à désapprendre ensemble. Et donc, à la fin de ces 15 minutes, il y aura 2 petites questions qui seront paradoxales, justement, pour que chacun puisse se questionner à la fin de chaque conférence, à la fin de chaque atelier, pour voir qu'est-ce que je dois désapprendre pour sortir de mes paradoxes et de nos paradoxes. Qu'est-ce qu'il y a derrière les paradoxes? Il y a aussi une question de croyance. La croyance, c'est quoi? C'est des certitudes et qui amènent des convictions personnelles. Et dès qu'on est dans les convictions personnelles, on touche plein de choses de l'humain et qui fait que parfois il y a des biais de relations, il y a des biais de comportement. On en a vu un certain nombre au cours des conférences introductives. 2 petits trucs, moi, qui me font penser à ça, c'est que ces croyances, le problème, c'est qu'elles ne sont pas vues ou pas comprises ou pas communiquées. Et là, je reviens sur 2 études qui sont sorties de l'ANET, l'Association nationale des territoires touristiques, donc cette année et il y a 2 ans, et c'est des comparatifs, même question posée pour le grand public ou pour les professionnels, et on voit à un moment des oppositions de croyances et des certitudes qui font que parfois ça ne matche pas. Là, c'est par exemple sur la question de l'hébergement privé pour les vacances. Côté grand public, votre mode d'hébergement préféré, c'est des questions à 10 ans. Et donc le grand public nous dit c'est 24% chez les loueurs, quand les professionnels se disent ils vont y aller à 35%. Ou le grand public dit dans 10 ans j'irai toujours à l'hôtel, quand les professionnels sont certains qu'ils ne seront plus que 9% à aller, ils sont 9% à certains qui n'iront plus, enfin qui iront, pardon. Et du coup on voit que communiquer sur ce genre de choses permet de mettre attention. Les professionnels, vous avez une manière de penser, des certitudes, des croyances, des convictions qui vous orientent vers des décisions comme ça. Et on vous dit que le grand public, lui, pense comme ça. Ça, si on le laisse comme ça fait des actions paradoxales, ça fait des contradictions, ça fait des incompréhensions, ça fait énormément de choses. Ça fait des conférenciers qui vous donnent 15 minutes, 40 minutes de qu'est-ce que pense le grand public, et dans une autre, puisqu'en ce moment c'est la foire des rencontres du tourisme, il y en a à peu près toutes les 2 semaines, dans d'autres conférences, d'autres rencontres, on va vous parler des résultats côté professionnel. Le paradoxe se joue un petit peu au milieu, et c'est la même chose sur la question il y a 2 ans, en 2021, c'était des questions grand public versus élus. Et c'était assez intéressant, parce que nous, ça nous touche dans le secteur touristique. Pourquoi ils viennent ? Et on va avoir des élus qui vont montrer, on va se focaliser sur le côté orange, ils viendront parce que la destination touristique, en raison de son intérêt culturel, pratiquer une activité sportive, etc., quand en fait le grand public me dit non, ça c'est que 41% d'entre eux disent c'est grâce à ça que je vais venir. Et donc on voit encore une fois que 2 secteurs, 2 parties prenantes de notre écosystème touristique n'ont pas forcément la même perception, la même croyance sur ça. Et ces croyances, elles amènent une notion de l'attachement. Hier, il y avait Caroline Leroy, pour la reciter puisqu'elle a été citée, a animé une fresque du renoncement. Et cet attachement et le renoncement, c'est notamment des travaux de Alexandre Monin, qui évoque justement sur les sujets de renoncement. À quoi on renonce pour avancer, pour changer sa façon de penser, pour faire ce petit pas de côté? On ne peut pas renoncer si on n'a pas mis le doigt sur nos attachements. À quoi on est attaché vraiment profondément et qui fait des postures, des prises de décision, des convictions, des croyances, et sur lesquelles on ne peut pas s'en détacher pour pouvoir continuer à progresser. Ce que ça amène, c'est une autre petite notion, c'est les principes dialogiques. Ces 2 termes antagonistes qui, en fait, sur le papier, sont là pour s'opposer,
mais qui en fait sont essentiels à prendre en considération collectivement, ensemble, parce qu'on se retrouve en fait à toujours naviguer un petit peu entre les deux. Et ce qu'on est en train de se dire depuis ce matin, sur certaines, quand on parle sur la Team Meuf, quand on parle sur Déter, quand on parle sur les transitions, il y a notamment cette dialogie entre l'intention et le réel comportement. On parle encore d'aller vers le durable aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'on est sur ces sujets-là. Et entre l'intention et la réalité des comportements, et après la réalité d'action, il y a un vol, aller-retour. Ce qui amène aussi en termes de petites ressources, parce que ça vient de sortir et c'est intéressant que tout le monde s'en nourrisse, dans les travaux de la commission prospective de la Fédération nationale ADN Tourisme, avec un grand coucou à tous ceux qui ont pu y participer, notamment ils sont là. Il y a un scénario qui éclaire ça, c'est les changements immobiles. Comment en fait on est en train de changer entre intention et réel comportement, mais en fait on ne change pas grand-chose, quoi. Et comment on se projette à 10 ans où on sera encore en train de parler de la relation entre nos institutions, qu'on sera dans la transition numérique encore qui n'est celle qu'on est en train de vivre ici, et le même schéma que ce qu'on a vécu quand le Web 2 est arrivé en 2010, et avec les mêmes comportements de freins, d'appropriation, de personnes en avance, de personnes un peu plus en recul, mais avec une nécessité d'avancer quoi qu'il en coûte sur le sujet. Et il y a un super mot pour comprendre et pour contraindre et pour contrer la logique de renoncer. C'est le mot transition, quoi. Et Clément l'a très bien exposé tout à l'heure et dans les travaux que font les oiseaux de passage. Le meilleur moment de mettre du temps à renoncer à des choses, c'est de se dire qu'on est en transition. C'est génial ce mot. C'est génial. Sur une radio cet été, je fais l'aparté, je ne l'avais pas prévu, mais je viens d'y repenser. Le mot de transition a été décortiqué par rapport à la situation géopolitique de certains pays africains qui ont du coup des mouvements où on vire le processus démocratique qu'il y a eu, sur certains plus ou moins démocratiques, mais il y a eu, et il y a un gouvernement de transition qui se met en place, qui prévoit dans 2 ans de mettre bien sûr des élections démocratiques en place. Et puis bon, la communauté internationale s'est recalmée un petit peu par rapport au coup d'État, donc en fait, on va peut-être les reporter. Puis du coup, le gouvernement de transition continue un petit peu. Donc, j'éclaire juste sur ce mot transition. Qu'est-ce qui peut aussi renvoyer d'être toujours dans la transition? Surtout d'arrêter, de ne pas vouloir renoncer à certains de ses attachements. En tac au tac, de paradoxes ou d'exemples, il y en a quelques-uns. Notre secteur qui est préempté de toutes parts, accueil, commercialisation, itinérance, on évoquait l'hospitalité, etc. Et pourtant, on continue à faire le même job, on continue à faire les mêmes missions depuis un certain temps, et avec pourtant des pans de notre activité qui sont déjà préemptés, qui sont déjà très bien gérés par d'autres acteurs, et en fait, on pourrait leur dire, je peux être utile à autre chose, je renonce à ça, et je m'attache à travailler sur d'autres éléments. En tac au tac aussi, c'est le temps libéré, il ne fait qu'augmenter. En 10 ans, on est passé de 5 heures de temps libéré à 6h15 de temps libéré. 60% de ce temps libre se passe sur les écrans. Donc en fait, le concurrent, est-ce que c'est entre nous les OGD ou entre notre concurrent, c'est Netflix? Je le pose là parce qu'on passe beaucoup de temps à être concurrent de nous-mêmes par rapport à ce temps cette fenêtre de tir très faible pour passer du temps à des loisirs, à du tourisme, à tout ce dont on pousse dans nos activités. L'autre élément aussi, on est en train d'évoquer cette nouvelle étape numérique, donc avec l'intelligence artificielle, une conférence, 3 ateliers, l'année dernière, l'année d'avant aussi. Et c'est en train aussi d'arriver, pour nous convaincre nous, d'y aller. Il y a quelques mois, on avait un séminaire des directions de notre réseau néo-aquitain. Sur 70 dirigeants qui étaient là, il n'y en avait que 10 qui avaient commencé à regarder comment fonctionnait ChatGPT. Donc, on est en train d'avancer. Mais de l'autre côté, les socio-professionnels, petite stat de Booking, on est en train de voir un peu partout que c'est en train d'entrer. Et on sait que la révolution numérique, comme on les a vécues à l'époque d'ANT il y a 13 ans, qu'à un moment, il va y avoir un décrochage de nos partenaires institutionnels, il va falloir les accompagner dans ça. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà dans des grandes filiales, qui sont déjà suréquipés, qui font déjà du yen management. Je parle de tous ceux qui n'ont pas encore pris le pli et qui vont prendre le pli dans 5 ans, dans 10 ans, et le décrochage va être monstre, parce que comme d'habitude, ça va toujours plus vite. Et nous, 13 ans après, 10% du temps dédié dans les OGD, du temps dédié à l'accompagnement des professionnels. On va décrocher, mais on le sait, mais on continue.
L'autre élément aussi, c'est sur ces acteurs du cadre de vie local. On est acteurs du cadre de vie local. Les habitants, accueillants, bon, c'est un peu sauté. Le vivant aussi, avec le petit moineau. Et pourtant, combien de temps dédié à ce décloisonnement nécessaire de nos missions et nos actions pour être acteurs du cadre de vie local? Le lien avec le sport, les transports, la mobilité qui va être évoquée, la culture, l'ouverture, la santé. Alors je ne dis pas qu'il faut décloisonner jusqu'à demander s'il y a un docteur dans la salle aux rencontres du e-tourisme. Je vais bien et je vous remercie pour tous vos messages d'amitié de l'année dernière. Mais ce décloisonnement va être essentiel et il va falloir y dédier du temps et sortir de ce paradoxe de « on sait où il faut aller, mais je ne reste ancré et attaché à comment je fonctionne ». Dans le même ordre d'idée, il y a une petite couche aussi par rapport au temps qu'on met sur la donnée, mais pas la donnée, pardon, c'est pas le bon propos, c'est plutôt sur le pourcentage d'argent qu'on a public pour fonctionner et le très faible temps de stratégie qu'on met dans les communs. Je ne parle pas que de OpenStreetMap, hein. Je dis toute la matière qu'il y a sur ces communs et qui a été évoquée encore une fois par Clément, donc je ne reviens pas forcément sur le sujet. Là aussi, en fait, on sait que le chemin est forcément quelque part par là, en fait. Nos OGD ne sont-elles pas des communs? J'y reviendrai tout à l'heure. Ou ne devraient-elles pas l'être? Puis le dernier pour la route, c'est parce que c'est la saison des rendus d'observatoires divers et variés, où ils sont en train de progresser, où on a du +1, du -4, du plus quelque chose, toujours versus -n-1, très peu sur la trajectoire qu'il y a, et encore moins avec ce qu'on sait, les limites planétaires, ou les rapports du GIEC, ou les niveaux de l'eau, ou la 6e limite planétaire sur l'eau douce a été dépassée cette fin d'été. Et en fait, comment on met dans notre observation, comment on renonce à notre façon de faire de l'observation pour petit à petit, ou pas petit à petit, de façon plus radicale, évoluer sur ce qu'on donne. Et ce que ça donne, ça donne une flopée d'articles sur le surtourisme cet été et une flopée de réactions de notre secteur qui sont les mêmes qui en fait ont nourri les médias pendant des années sur des chiffres. Donc c'est compliqué en fait, on ne peut pas leur en vouloir. On leur a fait des récits pendant des années que le tourisme était quantitatif. Bien sûr maintenant on est convaincu que c'est autre chose, mais c'est le but d'un atelier qui a lieu demain, de changer aussi le récit, mais pas pour faire du fake, pour réellement montrer qu'on est sur un autre chemin et qu'il faut nous aussi réapprendre, donc désapprendre à l'observation et au récit qu'il y a derrière le tourisme. Je reviens du coup à paradoxe, je fais mon petit malin avec le petit mot en grec. C'est les faits qui paraissent défier la logique parce qu'ils représentent des aspects contradictoires. Donc je ne suis pas sûr que tout ce que j'ai évoqué c'est des paradoxes, mais en tout cas ça mène des contradictions. Et ces contradictions, c'est le cheminement un peu de ces éléments de paradoxaux. Croyance, attachement, paradoxe, contradiction. La contradiction, pour moi, il y en a une forte qui est ici. Déjà, moi, en train de vous faire une conférence descendante de 15 minutes, pour moi c'est une torture. C'est une torture parce que je défends depuis des années des logiques d'intelligence collective et j'aurais préféré que ce sujet-là soit traité pendant 2 jours entiers aux rencontres du touriste en mettant en discussion, en apprentissage, tout ce qu'on est en train de se raconter. Mais un qui est assez fort sur la contradiction, c'est qu'on est un secteur d'ouverture, de relations, on est une grande famille, je ne sais pas quel est le nombre de fois où travailler ensemble est fait dans les différentes rencontres régionales, nationales, locales, filières ou autres, et pourtant ce travailler ensemble est fait en permanence dans un rapport de force. Ça a été brillamment évoqué par la team meuf, non pas par rapport aux meufs ou aux mecs, mais rien que sur les façons de travailler, de s'organiser, de couper la parole dans des réunions, de ces pratiques en fait, de tous les jours où il y a plein de façons de faire pour travailler ensemble et on est aussi dans les rapports de force. Et le travailler ensemble aussi qu'on est là en fait, on est dans un moment collectif. Les ET ont une petite touche singulière en termes d'être ensemble, de convivialité et pourtant on va être dans un rapport de force avec encore des trophées, des awards, je suis le plus fort, je suis le premier et les autres derrière, ils n'ont pas gagné. Et ça, pour moi, c'est hyper révélateur et hyper paradoxal sur ce qu'on est. Je reviens du coup à si on renverse la table et si les OGD étaient des communs, en fait, les communs, hein, c'est un ensemble de ressources, d'humains, de savoir-faire qui sont mis à disposition d'une communauté qui régit son mode de gouvernance et qui régit à comment on avance ensemble.
Bah, pourquoi pas en fait? Parce que humainement, on n'est pas tous des ressources au service d'une utilité qui est en train d'être re-questionnée, mais qui a besoin de repenser sa gouvernance, même si je ne parle pas de structuration, je ne parle pas de fusion, mais juste de savoir travailler ensemble, et au service de quelle utilité, pour quelle raison d'être. Le dernier élément de ces contradictions, c'est que ça amène du coup des émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus violent en fait de subir des contradictions. Dans la tête, dans les pratiques, etc. Insatisfaction, frustration, agacement. C'est pas pour rien en fait que dans le pitch de ma conférence sur le programme, ça a été rebalayé en c'est le coup de gueule de JB. Tous ceux qui me connaissent disent ben non, ce sera pas le coup de gueule de JB, c'est pas possible. Il n'a jamais de coup de gueule en fait. J'ai juste évoqué une contradiction de ce qu'on faisait. Ça veut pas dire que je suis contre. C'est pas dire que je suis pas pour ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je mettais dans la dialogie, lutter contre ou aller vers. C'est juste que je ne lutte pas contre notre programme. Je me dis qu'on devrait aller vers autre part. Et c'est ces éléments-là, en fait, dans le côté colère que peut renvoyer les contradictions, qui est hyper important sur cette logique paradoxale. Et qu'est-ce qu'on touche? On touche une accès privé. Certains d'entre vous le connaissent, le PFH. On touche le putain de facteur humain. C'est un vrai principe, hein. Allez gratter, j'ai pas le temps, il y en aurait pour 20 minutes de plus, mais c'est hyper profond en fait. C'est hyper intéressant à suivre. Est-ce que ça me renvoie sur le côté aussi d'une thématique, puisque le but de ces 15 minutes sur les paradoxes en conclusion des autres conférences, c'était de toucher aussi les mots-clés qu'on est en train d'avoir. Sur le rapport de force, c'était aussi sur Meuf, mais là aussi sur cette relation humaine que je suis en train d'évoquer, qui touche les paradoxes, et c'est pas enfoncer une porte ouverte. C'est de prendre réellement le cas que quand des gens disent c'est l'humain notre problème, c'est pas de dire oh putain encore un ringard, il va nous parler de travailler ensemble. Mais non en fait c'est que c'est ça, c'est réellement ça. Et quand on parle des intelligences artificielles, en fait techniquement je m'en fiche. Par contre d'aller traiter l'intelligence visuelle, kinesthésique, émotionnelle, collective, linguistique, qui vont permettre à des hommes et des femmes d'utiliser de façon intelligible ou pas, dans son rapport au travail et aux autres, l'intelligence artificielle, ça m'intéresse. Ça devrait nous intéresser. Parce que la techno, elle sera toujours très bien faite pour faire tous les mécaniques et de biais et de montage, de codage pour que ce soit compréhensible. Mais humainement, comment on arrive à le vivre personnellement et comment on arrive collectivement. Du coup, moi, mon souhait, mais que je transforme aussi, ou peut-être notre souhait, passer du jeu ou à du nous, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est faire le petit effort qu'on désapprenne aux ET pour commencer à chacun à nos niveaux de traiter nos paradoxes personnels et après collectifs. 2 questions pour ça. Quel avantage cette action a à échouer? Donc l'idée, c'est tout ce que vous allez entendre, chaque conférence que vous allez quitter, ou atelier, vous a donné forcément une idée d'une action à mener en revenant chez vous. Mais en fait, si cette action elle avait des avantages à échouer, qu'est-ce que ça va gratter, cette question paradoxale, qui va les gratter dans votre fort intérieur, ce qui fait que ça bloque? Et à l'inverse, quel inconvénient cette action a à réussir? Merci.